Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 4 minutes. On est lundi, on est le 4 décembre aujourd'hui et on vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon lundi, Valérie. Hey, ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais. Reste 3 semaines avant Noël. Hey, t'as tout à fait raison. Ça va quand même assez vite, hein? Je dirais, on est de plus en plus dans l'ambiance du temps des fêtes aussi. Pour être allé faire un petit tour dans les magasins en fin de semaine, je dirais que la frénésie, elle est commencée. Nous, on l'était vendredi et samedi dans le temps des fêtes. Vendredi avec notre participation à l'opération de Nez Rouge. Et samedi, on avait notre souper de bureau quand même. On a eu ça faisait très Noël. Les deux côtés de la médaille en fin de semaine. on a raccompagné, on s'est fait raccompagner. Voilà. Exactement. Et ce midi, on a plusieurs entrevues à vous offrir encore à Côte-Nord Attitude. On va d'abord s'entretenir, Valérie, avec Naomi Fontaine, l'auteur. Tu sais qu'on tourne son film, un film à partir de son premier roman dans les rues de Sept-Îles-Ouachat depuis quelques jours. Le film Kwesipan qui est tourné depuis plusieurs semaines quand même déjà. Il y aura bien des visages connus dans ce film-là parce que il y a tout le temps des figurants qui sont recherchés. On a filmé dans des maisons aussi. Fait que ça va être le fun de voir ça. Vous êtes pas allé là, la gang de l'impro, là, vous présentez comme figurant? Non, moi, je suis pas allée. En fait, j'aurais bien aimé ça, mais l'autre fois, ça se passait dans la nuit. Hein, et comme je me lève à 5 heures le matin pour venir travailler, c'était peut-être pas tant une bonne idée. Il y a eu des bons tournages à l'Arena Mario Volant aussi, du côté de Maliotenam, il y a pas si long que ça. Tout à fait. Donc, Kwesipan, ça, c'est le film. C'est son premier roman aussi. Et elle a fait paraître, il y a quelques mois de ça, le roman Manikanetich. Et c'est vraiment très, très bon. Naomi Fontaine, qui est originaire de Ouachat, elle a enseigné aussi sur la réserve. Donc, c'est pour ça... À l'école secondaire qui s'appelle Manikanetich. Elle a sans doute inspiré. Exactement. Puis, vraiment, là, c'est une plume à découvrir si c'est pas déjà fait. C'est criant de vérité. C'est vraiment beau. C'est touchant ce qu'elle écrit. Donc, on pourra lui jaser de ça aux alentours de 12h15. Toi qui lis beaucoup, on sent que tu as hâte de lui parler. On va aussi s'entretenir avec le directeur de Nature Québec ce midi, Christian Simard. L'organisme s'attaque au mythe du gaz naturel perçu comme une énergie propre, souhaitable sur la Côte-Nord. Le projet Bourque en Gaspésie, qui pourrait desservir la Côte-Nord, n'a rien d'écologique selon le directeur de Nature Québec qui sera avec nous en entrevue vers midi 28 minutes. Tu sais, Valérie, qu'on relève un beau défi du côté de l'école primaire Gamache à Sept-Îles. C'est le défi 100 000. C'est la deuxième édition. C'est la deuxième année qu'on organise ça. Ça a commencé vendredi. Chaque jour, les jeunes sont invités à marcher 1 000 à pied ou encore à faire 30 minutes d'exercice. Il y aura toutes sortes d'activités autour de ça, entre autres de la Zumba demain avec Patsy Stever. On va en parler avec la directrice de l'école Gamache, Joanne Moreau, qui sera avec nous vers midi 40 minutes pour nous parler de ce défi bien fondé, une idée qui vient de l'Abitibi, qui marche bien avec les jeunes. Et on le sait, quand on fait de l'activité physique aussi, on a les neurones là plus ouverte pour l'apprentissage après ça quand on s'assoit sur le banc d'école. En fin d'émission Côte-Nord Attitude, on a notre chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado. On va parler cette fois du prix de la boulette du fer qui est bon sur les marchés mondiaux. C'est donc intéressant pour des entreprises comme ArcelorMittal chez nous. Et avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. On parle d'abord de l'industrie minière de la Côte-Nord qui a encore besoin d'opérateurs de machinerie traditionnelle, mais qui se prépare à l'arrivée des super camions automatisés. En mission en Australie récemment, une délégation de l'Institut national des mines a visité une mine de fer de la compagnie Rio Tinto où 18 camions automatisés sont guidés par 2 opérateurs. Le directeur de l'INM, Robert Marquis, croit que le changement va venir graduellement dans les mines de la Côte-Nord et du Labrador. Ça va pas être demain matin que toutes les mines du Québec vont être automatisées pour toute une série de raisons. C'est des décisions qui se prennent plus facilement lorsqu'on construit une nouvelle mine que lorsqu'on est en train d'opérer une mine qui existe depuis déjà plusieurs années et qui fonctionne avec profit avec les équipements qu'on a sur place.
Le directeur de l'Institut national des mines, Robert Marquis, constate que le cégep de Sept-Îles est déjà à l'avant-garde et en contact avec les grandes entreprises minières de la région, comme ArcelorMittal. Une nouvelle qui vient tout juste de sortir, Jean Tourisme Côte-Nord qui reçoit le prix Ascent dans la catégorie Travel au Global Trend Video Award pour sa vidéo promotionnelle de l'été 2016 à couper le souffle, réalisée par l'agence pub.com. C'est la 3e fois que la campagne et la publicité de 30 secondes de Tourisme Côte-Nord diffusée depuis l'été 2016 remporte un prix. La publicité diffusée à la télévision et sur Internet a été conçue et réalisée dans le but d'augmenter l'achalandage du site web tourismecotenord.com et par le fait même d'augmenter le nombre de touristes qui choisissent la Côte-Nord comme destination vacances. Il y a la Sûreté du Québec qui enquête après avoir retrouvé vendredi matin un motoneigiste de 59 ans décédé en forêt à environ 10 km de la communauté de Kawawa-Shikamak. Jacques Lausier était porté disparu depuis jeudi soir. Une équipe de Rangers associée aux Forces armées canadiennes, des policiers autochtones et des policiers de la Sûreté du Québec ont participé aux recherches dans la nuit de jeudi à vendredi. Le temps était neigeux et venteux sur le territoire au nord de Schefferville jeudi soir. Le motoneigiste aurait pu entrer en collision avec une lame de neige, selon les premières constatations. En 5 jours, 65 témoignages ont été entendus lors du passage de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées qui a quitté Maliotenam vendredi. La commissaire originaire d'Ouachat-Mac-Maliotenam, Michelle Audette, croit que l'enquête peut activer certains dossiers soumis par des familles des communautés de la Côte-Nord. Michelle Audette a louangé la compétence et la détermination des commissaires de l'enquête avant de conclure les audiences de Maliotenam vendredi. Physiquement, on s'en va, mais spirituellement, on a plusieurs guerriers, puis solides en plus. Peu importe ce qui se dit à l'extérieur, moi je le sais, on va réussir. Faut réussir. Parce qu'il faut rendre hommage et honorer le courage de toutes ces familles-là. Nous sommes votre outil, passionnés, déterminés. Les audiences ont pris fin vendredi avec le témoignage d'une famille nakapiste qui questionne le rapport de police qui conclut en un suicide pour expliquer le décès d'Alicia Grace Sandy en 2015. Elle demande une enquête plus approfondie. Le conseil de Bandito est fier du soutien fourni aux femmes autochtones qui ont pris la parole la semaine dernière. La conseillère Virginie Michel constate que l'exercice, qui a soulevé beaucoup d'émotions, était nécessaire parce qu'il a permis d'aborder des enjeux fondamentaux. Le chef d'Equanichit, Jean-Charles Pietachot, espère que les témoignages des Inuits de la région ne tomberont pas dans l'oubli. Les élus de la région et le groupe Action Chômage Côte-Nord promettent d'autres moyens de pression pour obtenir cet hiver une solution au trou noir qui touche les travailleurs saisonniers. Les maires de plusieurs villes, dont Sept-Îles et Bécomo, les députés de la région et le président de la table des préfets demandent au fédéral de prolonger les prestations d'assurance-emploi des travailleurs des pêches et du tourisme. Ils ne veulent pas que ces derniers tombent une fois de plus dans un trou de revenus avant la reprise des activités au printemps. Les élus dénoncent la situation actuelle sur la Côte-Nord qui fragilise l'économie de la région et favorise l'exode des familles. Action Chômage Côte-Nord croit que le gouvernement de Justin Trudeau doit prendre en considération la mobilisation exceptionnelle des élus de la Côte-Nord dans ce dossier. Et l'opération Nez Rouge a permis de raccompagner des centaines de personnes lors de la première fin de semaine de son histoire à Sept-Îles. Au Québec, Nez Rouge a effectué 6650 raccompagnements dans 61 villes à sa première fin de semaine de 2017. Nez Rouge Sept-Îles a aussi été une belle réussite dès la première soirée vendredi, avec la participation, entre autres, de bénévoles d'Attraction Radio, du journal Le Nord-Côtier et d'ici Radio-Canada Côte-Nord. Le président d'honneur Claude Boulanger, Maxime Lelièvre d'Aluminerie Alouette et Cindy Basso de la Fondation de l'Hôpital Régional planifient avec brio l'organisation des 11 soirées d'opération pour cette île. Le service de raccompagnement sera disponible les 3 prochains jeudis, vendredis et samedi soir au 88 962 23 22. Même numéro si on veut être bénévole. C'était bien le fun vendredi soir comme bénévolat, ça. On le recommande grandement de vous organiser une soirée là, en collègue, entre amis, en famille, peu importe. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Même individuel, on s'inscrit, puis on va nous mettre dans une équipe, puis on va avoir bien du plaisir. On va se faire des nouveaux amis. Exactement. Dans quelques instants, on s'entretient avec l'auteur Naomi Fontaine en direct. Attitude. Ah,
sent le temps des fêtes. Les cadeaux, les réunions entre amis, en famille, entre collègues, les cantiques de Noël, les parties et Opération Nez Rouge. Cette année à Sept-Îles, appelez un ami, un taxi ou Opération Nez Rouge au 88 962 2322. Les bénévoles seront en action les jeudis, vendredis et samedis du 1er au 23 décembre. Merci à nos généreux partenaires, Aluminerie Alouette, Journal Le Nord-Côtier et Attraction Radio. Opération Nez Rouge, 88 962 2322. Le 14 décembre prochain aura lieu la journée Noël des enfants de vos stations Attraction Radio. Pour participer, vous devez faire parvenir un dessin de Noël au 365 boulevard Nord, G81 EX2 jusqu'au 12 décembre. Plusieurs enfants de la région recevront un cadeau de la part d'une entreprise locale. Les enfants gagnants recevront leur cadeau jeudi le 14 décembre entre 17h30 et 18h30 à Place de Ville. Moi j'y serai. Et toi, Père Noël? J'y serai pour remettre les cadeaux aux enfants. Les personnes gagnantes seront contactées le 13 décembre. Joyeux temps des fêtes! Chaque année, le Père Noël reçoit plus d'1 million de lettres des enfants du Canada et de partout dans le monde. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et chaque personne qui lui écrit reçoit une réponse. Comment fait-il? C'est magique. On ne le sait pas vraiment. Mais si le Père Noël a trouvé le moyen de faire voler ses rennes, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac. Alors, envoyez vos lettres à cette adresse. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOH, OHO. Et n'oubliez pas d'indiquer l'adresse de retour pour qu'il réponde. Absolument fan avec Maxime Lamontagne. Absolument fan. La saison 2017-2018 de la LNH bat son plein. Grâce aux nouvelles du site absolumentfan.com, vous saurez tout avant tout le monde. Les rumeurs, les prédictions, les nouvelles de dernière heure, que ce soit pour vous aider dans votre pool de hockey ou juste satisfaire votre curiosité, joignez-vous à moi en fin de journée pour être aux premières loges. Absolument fan. Du lundi au vendredi à 17h17 au 94h. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Naomi, on a un petit peu, Valérie, on a un petit peu de misère à rejoindre Naomi Fontaine. Ça devrait se faire quand même dans les prochaines minutes, mais on va juste devancer une entrevue qu'on devait vous proposer un petit peu plus tard. C'est Christian Simard qui est notre invité. Il est le directeur de Nature Québec. L'organisme Nature Québec remet un peu en question le mythe du gaz naturel. On sait que dans notre région, c'est présenté comme une solution au mazout lourd utilisé dans la grande industrie. On va en parler avec le directeur général de Nature Québec, Christian Simard, qui est un ancien de la Côte-Nord. Bonjour, Christian Simard. Bonjour. Alors, je pense que c'est à votre assemblée générale annuelle, là, en fin de semaine dernière, qu'on a jasé du gaz naturel. C'est peut-être le nom qui est trompeur dans gaz naturel. Oui, même à un moment donné, le ministre Arcan, lorsqu'il était aux ressources naturelles, il disait gaz, ça pollue pas, c'est naturel. Mais c'est comme si on disait que le sirop d'érable, ça fait pas engraisser parce que c'est naturel. Ouais. Et donc c'est un peu facile. Puis là, maintenant, on essaye de faire comme aux États-Unis, ils ont essayé de faire une campagne qui appelait ça le charbon propre, le clean coal. Puis là, quand on voit M. Trump dire clean coal avec sa bouche, c'est assez particulier. Mais donc là, on essaie de dire, on parle de gaz propre. Donc, clean gas, là, c'est la nouvelle mode pour essayer de revenir avec le gaz de schiste dans le sud du Québec. Là. C'est un peu beaucoup du marketing, mais les calculs des experts disent que dès que tu dépasses des émissions fugitives lors de l'extraction ou du transport, tu dépasses de 1,5% là, en émissions de méthane, tu annules à peu près tous les gains que tu pouvais avoir sur le mazout. Donc, le gaz naturel et dans la vraie vie, ces émissions fugitives très, très souvent dépassent ces montants-là. Donc, au niveau purement le gaz à effet de serre, là, le gaz naturel n'est absolument pas une solution, d'autant plus que la molécule de méthane là, est très active dans les premiers 20 ans dans l'atmosphère, beaucoup plus que le CO2 même. Oui, mais ça dépend comment on le produit, ça dépend à quoi on le compare. Ici, là, on nous l'a présenté beaucoup du côté de la coalition Plein Gaz au Nord, qui veut du gaz naturel, entre autres pour les grands projets, les grandes entreprises, à Sept-Îles, Port-Cartier, comme étant pas mal plus écologique que le mazout lourd qu'on utilise actuellement, là, entre autres chez Arcelor, à l'usine de bouletage. Du point de vue climat, absolument pas. Là. Du point de vue climatique, au niveau poussière, là, au niveau dans les villes, là, ce qui n'est pas toujours le cas là, au niveau des usines, là. Au niveau particules fines, c'est vrai que la pollution liée au mazout est supérieure. Mais au niveau purement, là, quand l'ennui aussi, essentiellement, les gens veulent du gaz parce que le prix du gaz est très bas là, présentement. Là. Et aussi, Gaz Métro veut se faire et obtient de se faire subventionner par le Fonds vert. Ça, c'est quand même
campagne spéciale, là, que le Fonds vert, qui doit travailler sur une nouvelle économie, s'éloigner des énergies fossiles, finance des gazoducs. Là. Ouais, mais on nous dit que c'est pour une période de transition quand même. Période de transition, ces gazoducs-là, là, c'est financé sur 50 ans. Hein? Et c'est donc transition est longue en maudit, alors que l'urgence climatique, c'est demain matin. Là. Et donc, de dire que c'est une transition, c'est comme dire on va prendre quelque chose qui fait bien des GES, puis on va le remplacer en attendant par quelque chose qui produit bien des GES. Je vois pas de quoi on transite, là. On vase de fossile à fossile. Donc, c'est beaucoup du marketing, le gaz métro, c'est de la réalité là, tronquée, on calcule pas l'ensemble des émissions, et on reste dans l'énergie fossile, alors qu'à peu près tous les pays essayent de s'orienter d'économie sans carbone et investissent dans les énergies renouvelables. Et au Québec, malheureusement, on sert de plan d'action au changement climatique du Fonds vert pour financer les énergies fossiles. Il n'y a pas de gain environnemental du point de vue changement climatique. C'est vraiment tordu et ça va pas dans le bon sens. Ça va faire qu'on ne réussira pas au Québec à atteindre nos objectifs, puis on va contribuer aux problèmes majeurs là, du changement climatique dans le monde. Il n'y a pas juste Gaz Métro là-dedans. On parle beaucoup du projet Bourque ces jours-ci. C'est en Gaspésie, mais il semble que ce serait peut-être, en tout cas, il y a un projet là, avec une compagnie qui s'appelle Toute Ligue pour desservir la Côte-Nord à partir du projet Bourque près de Murdochville. Est-ce que c'est un bon projet pour vous? Est-ce que c'est... Bon, ben là, ce qui arrive sur Bourque actuellement, c'est qu'on sait plus trop, là, hein, parce qu'on vient d'avoir, il y a une firme albertaine qui s'appelle Sproul, la même qui avait fait des... C'est ceux qui ont acheté Petrolia, ça? Non, Sproul, c'est une compagnie qui travaille pour... celui qui a acheté, c'est Péridé, c'est une autre chose, là, qui a acheté Petrolia, mais Sproul, c'est une compagnie qui fait des études pour Petrolia, si vous voulez, dans le projet Bourque, ils ont fait une étude, ça serait plus du pétrole que du gaz naturel, là, ce serait du pétrole de schiste, récemment. C'est à peu près la même chose qu'Anticosti, finalement. Bon, puis Anticosti, finalement, il y avait rien d'exploitable dans la vraie vie, là. Sproul était très douteux, puis c'est des coûts d'exploitation, s'il y en avait eu, auraient été faramineux, puis il n'y avait pas véritablement de gisement commercial. C'est pas pour rien là que ça a été abandonné. Ça marchait pas, les chiffres marchaient pas. Mais là, dans le cas de Bourque, on ne sait pas, peut-être, mais ce serait davantage du pétrole que du gaz. Donc, là-dedans, les vérités d'hier sont pas nécessairement les vérités de demain, là, dans le gaz. Il y a d'autres projets, il y a GNL Saguenay, il y a d'autres projets, c'est la mode dans le monde, là, le gaz naturel liquéfié, là. Les prix sont très bas, cependant. Fait que ça prend des subventions du gouvernement parce qu'ils ont de la misère à investir, parce que les prix du gaz sont tellement bas que ça coûte très cher, hein, ces liquéfications de gaz-là, puis des liquéfaction après à l'autre bout, puis transport dans des parcs gazoducs. Et jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de projets autorisés au Canada, mais il n'y en a pas un qui s'est réalisé. Qu'est-ce qu'on a comme alternative pour les grandes entreprises de la Côte-Nord qui fonctionnent au mazout quand même encore? Là? Il y a des projets pilotes du côté de Port-Cartier, mais nous, on va avoir du surplus d'hydroélectricité, mais ça marche pas. Il manque une flamme à quelque part. Là. Oui, il y a un élément, puis là-dessus, on travaille très fort là-dessus à Nature Québec, parce qu'on n'est pas seulement au niveau de la critique, on coordonne, nous, une importante coalition qui s'appelle Vision Biomasse Québec. Là, on travaille avec des partenaires majeurs, là, la Fédérée, le Fonds d'action de la CSN, plusieurs producteurs de biomasse. Et vous savez, la biomasse forestière résiduelle à l'échelle locale, là, ça peut être valorisé, puis c'est extrêmement important, puis ça peut remplacer. Puis on travaille sur des projets concrets, puis ça donne de l'emploi en plus en forêt. Là. C'est pas le gazoduc qui vous amène du gaz une fois qu'il est fait. Là. Ça donne du gaz, il est brûlé, mais le gaz vient pas de la Côte-Nord. Hein. Tandis qu'en biomasse forestière résiduelle, là, tu pourrais combler une bonne partie des besoins avec de l'énergie produite chez vous. Là. C'est ce qu'on essaye du côté de Port-Cartier. Là. Le projet pilote, c'est entre Arbec, qui est une forestière, et l'usine de bouletage d'ArcelorMittal. Là. Oui, puis nous autres, on a aussi des projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des projets, moi je pense que c'est ça qu'il faut s'orienter. Là. Plutôt que de fossile à fossile, on gagne pas vraiment. Là. Puis en plus, avec c'est fortement subventionné. Et au niveau climatique, on gagne rien. Il y a d'autres solutions que cette solution-là au niveau industriel. Là. Puis effectivement, je suis bien conscient de la question de la flamme. Et je pense que la solution, puis c'est mieux, puis ça pollue moins. Du point de vue du climat, c'est totalement faux. Puis à un moment donné, il faut arrêter de prendre... Tu sais, les gens, ils sont bombardés à la télévision. Vous avez vu ça, le gaz métro, là, les deux pieds dans la vieille laitue. Là, puis c'est comme essentiellement, c'est du gaz conventionnel puis du gaz de schiste là, qui est dans un tuyau qui vient des États-Unis, du reste du Canada. Là. Puis Saint-Hyacinthe,
c'est farfelu tellement que c'est marginal, là, ce que ça amène. Je suis pas contre le biométhane, mais tu sais, de présenter Gaz Métro comme maintenant ils ont changé de nom là pour être sûr de nous mystifier comme faux. Là, ça va s'appeler Énergie parce qu'ils disent qu'ils sont dans le renouvelable, etc. Mais le core business au Québec, ils ont un peu d'éolien, mais l'essentiel c'est de distribuer du gaz naturel. Là. C'est pas du renouvelable, c'est pas de. Donc à un moment donné, vous avez à la télévision la petite flamme bleue qui danse. C'est comme si on pouvait en manger, puis que ça provoque rien au niveau des changements climatiques, puis c'est comme si c'était renouvelable le gaz naturel. Là. Fait que ça c'est un peu malsain là. Puis le gouvernement du Québec malheureusement embarque dans ce lobby là. Gaz Métro, c'est beaucoup de relations publiques, beaucoup de marketing pour se faire subventionner des équipements à même les fonds gouvernementaux, à même les fonds verts qui devraient être utilisés à des vraies énergies. Oui, ça va prendre une vision globale du gouvernement. Un autre dossier, en terminant, M. Simard, là, et on a justement reçu la ministre de l'Environnement tout récemment sur la Côte-Nord du côté de Bécomo, Mme Melançon, qui a présenté une vaste carte, là, un très grand territoire qui devient aire protégée. C'est bien sûr concernant le caribou forestier. Pour vous, c'est un bon coup, ça, de la nouvelle ministre de l'Environnement? Oui, on l'attendait depuis longtemps. Je veux dire, s'il y a des dossiers dans la vie là, qui... Moi, je suis rentré à Nature Québec, on demandait ça il y a 11 ans. Là, et donc, puis il faudrait idéalement qu'il y ait 3 grandes aires caribou. Ça fait qu'on est quand même heureux. C'est important, là. Hein? C'est une espèce très menacée, puis son domaine vital, il est grand. Hein? Il est grand. Puis pour que ça soit valable, il faut qu'il y ait une dimension énorme, là, 10 000 km². Puis on y arrive. Mais ça veut dire qu'il n'y aura aucune coupe forestière, pas de projet minier dans ce vaste territoire-là, quand même. Là. C'est engageant, c'est un gros engagement. Ben, au niveau, là, honnêtement, ça va restreindre d'aucune façon. Puis je pense que l'industrie forestière a obtenu beaucoup dans le sens que ça restreint absolument pas la possibilité forestière. Là. Ils ont même exclu des zones qui auraient été intéressantes pour le caribou, mais que l'industrie convoitait. Donc, essentiellement, il y a 0 impact sur l'industrie forestière. Puis, au niveau de l'industrie minière, ils ont voulu dire, on pourrait-tu aller regarder pendant un certain temps s'il y a un potentiel, puis ils vont avoir le droit de claimer dans certaines zones, de mettre des titres miniers, vous savez ce que c'est claimer, hein? Je m'excuse pour l'anglicisme. Et puis on va aller vérifier. Mais il y a beaucoup d'autres endroits sur la Côte-Nord qui ont plus de potentiel, puis on pense qu'après vérification, il n'y aura pas de potentiel, puis ça va devenir une aire protégée de façon définitive. Donc il y a eu des compromis dans ça, hein, avec l'industrie forestière, avec les mines, mais globalement, on a une aire protégée qui se tient, qui devrait faire la différence, qui est une partie de la solution, qui n'est pas la seule solution, là, mais qui est une partie de la solution pour le caribou forestier. Puis je pense que c'est une bonne décision, M. Saint-Pierre. Et quand on dit que ça en prendrait 2 autres, c'est sur la Côte-Nord aussi, du côté de cette île Port-Cartier? Ça, c'est pas encore déterminé, mais il y a des endroits possiblement près du Labrador, puis il y a aussi essentiellement là, dans la région de la baie James. Christian Simard, je rappelle que tu es directeur général de Nature Québec. Un gros merci pour cette entrevue. Merci, au plaisir, au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Bonjour, ici Christian Bégin. Pour les fêtes, je vous ai concocté des pâtés à la viande et des tourtières signés Curieux Bégin. Ou signés Curieux Jocelyne, si vous voulez faire semblant que vous l'avez fait vous-même. Des plats savoureux cuisinés avec des ingrédients locaux, offerts en exclusivité chez IGA. Dans le temps des fêtes, il faut savoir profiter des moments en famille, mais il faut aussi savoir profiter des rabais. Jusqu'au 6 décembre, chez IGA, le yogourt probiotique Activia en contenant de 650 grammes est offert à seulement 1,99 $. IGA, le plaisir de célébrer. Attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a point S. Et on passe maintenant au bulletin météo. Attachez bien vos tucs, là, car on annonce toute une bordée pour les clients TELUS. Télé optique 4K, Internet optique 150 et téléphonie 150 sont à prévoir à partir de 136 $ par mois. Forte précipitation davantage avec ici tout.tv extra et le programme de récompense accès privilège inclus dans votre abonnement. Ah, croyez-moi, vous allez vouloir rester à l'intérieur tout le week-end. Des conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com ou chez MD Communications, votre détaillant TELUS à Bécomo et Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude.
m'entretiens avec la directrice de l'école Gamache, l'école primaire du centre-ville, on peut dire. C'est pas loin du centre-ville, en tout cas à cette île. Joanne Moreau, bonjour. Bonjour. On va surtout parler du défi 100 000. Là, c'est la 2e édition. On a commencé ça vendredi. On a relancé le défi 100 000 pour l'hiver du côté de l'école Gamache. Ça avait été une belle réussite quand même l'an dernier, hein? Ah oui, l'année dernière, plusieurs enfants avaient participé, même avec leurs parents, leurs enseignantes. Cette année, on a voulu faire différent en offrant des activités spéciales à chacune des semaines. Donc, les mardis, les jeudis, on offre des sports qui sont différents que les enfants sont habitués de faire. Entre autres, cette semaine, on va faire de la Zumba extérieure avec Madame Paty Stiver. Ensuite de ça, du hip-hop avec Madame Véronique Poliquin. La semaine prochaine, tout au long de la semaine, sur l'heure du midi, il va y avoir des activités d'initiation à la jonglerie là, avec Monsieur Bruno Poulain. Donc, on a vraiment voulu faire autrement pour faire découvrir aux enfants des sports qui, en temps normal, n'auraient pas eu nécessairement l'opportunité de les pratiquer. Là. Oui, c'est original, hein, la jonglerie. Il y aura même du parcours militaire avec Fanny Godbout, puis du yoga. C'est pas des choses vers lesquelles les jeunes sont nécessairement portés. Ça va être vraiment dans la découverte, là. Effectivement. Habituellement, les enfants, dans les écoles, on fait des sports d'équipe. On leur montre à jouer au basketball, des sports qui sont un petit peu plus communs. Ce qu'on voulait, c'est répondre à une catégorie d'enfants qui sont pas sportifs nécessairement, mais qui aiment quand même faire de l'exploration. Donc, on en a mis là pour tout le monde, puis tous les goûts. Oui, c'est justement aux non-sportifs, peut-être que ça s'adresse principalement, ce défi-là. On peut rappeler les objectifs, hein? On en parle depuis des années, des saines habitudes de vie. Bouger 30 minutes quand on est jeune, là, c'est une habitude à prendre, ça. Effectivement, puis je vous dirais que le ministre de l'Éducation, lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on le fasse jusqu'à 1 heure par jour. Là. Il y a certaines écoles cette année là, qui se sont impliquées dans un projet, entre autres à Port-Cartier, puis l'école Jacques-Cartier, si je me trompe pas. Eux, ils ont lancé un défi de faire 1 heure par jour tout au long de l'année scolaire. Nous, on considère qu'on offre déjà beaucoup de services puis beaucoup de plages horaires là, pour pouvoir faire du sport. On n'a pas emboîté le pas cette année, mais dans les prochaines années, c'est certain que ce qu'on voudrait faire, c'est d'amener les jeunes à 1 heure par jour. Est-ce que c'est efficace, comme on l'a fait la première édition, là, quand même 100 jours, en plein hiver? Les jeunes en parlent, les jeunes, on a senti qu'ils continuaient de bouger l'an dernier, là, après le 10 mars, mettons, après le défi 100 jours, là? Ben, c'est sûr que officiellement, après le 10 mars, c'était terminé, mais nous, à l'école, on continuait là, de faire des activités pour qu'ils puissent continuer de bouger puis avoir le goût d'être encore dehors. Hein. Le défi 100 000, c'est de faire des activités dehors. C'est pas juste de découvrir des sports à l'intérieur. L'hiver, on est comme dans une période de dormance. Ce qu'on veut, c'est éliminer ça, cette période de dormance-là, puis leur donner le goût de découvrir le dehors. C'est très agréable. À partir du moment où on est bien habillé, qu'on fait des activités qui sont agréables, c'est très plaisant là, d'être dehors. Le défi 100 000, c'est une idée qu'on a empruntée. Ça vient d'une école en Abitibi. Hein? C'était un défi assez simple. Le livre de recettes est facile de réaliser une bonne recette. Oui, c'est de bouger dehors le plus possible, 30 minutes par jour ou bien 1 000 par jour, dans le fond. Là. Ça vient de l'Abitibi. C'est pas une école. Si je me souviens bien, c'est plus Mme Nadine là, qui pourrait vous dire ça, parce que Mme Nadine, elle est l'ambassadrice du défi 100 000 sur la Côte-Nord. Oui, c'est votre secrétaire à l'école Gamache. Oui, Nadine c'est elle là, qui est comme l'instigatrice de ça, là, notre défi 100 000 ici. Puis elle m'aide énormément à planifier tout ça. Là. Il y a des à côté aussi à tout ça, quoi. On fait de la sensibilisation sous forme de conférences. On en jase avec les jeunes dans les classes. Effectivement. Puis à la fin, lors de la finale là, de notre défi 100 000, on a l'intention de faire venir une madame du Pays du Bonheur, là, la madame Bisson, pour venir rencontrer nos jeunes puis leur parler de l'importance de bouger puis d'y aller à son rythme, de pas se donner de pression. C'est pas la performance qu'on veut, c'est vraiment de le faire pour le plaisir. Ce qui m'avait impressionné l'an passé, là, quand on est allé vous voir à l'école Gamache avec ce défi 100 000, c'est la participation du personnel
d'un peu tout le monde à l'école. Hein. Comme directrice, tu peux pas imposer ça à tes employés non plus. J'ai vraiment eu l'impression que les gens ont embarqué avec joie dans tout ça, là, votre staff. Là. Effectivement, l'an dernier, les gens avaient embarqué avec joie. Cette année, ils ont décidé de s'impliquer activement puis de faire du bénévolat parce que tantôt on le disait, Madame Véronique, Madame Lucie, Madame Marlène, Madame Rita, c'est toutes des heures qu'ils vont faire sur l'heure du midi pour nous faire découvrir leur sport, leur passion à eux autres. Là, je suis vraiment choyée comme directrice d'avoir une équipe qui hésite pas là à donner de son temps puis de son énergie pour le bien-être des enfants. Oui, ça doit être bon pour souder l'équipe école aussi, une activité comme ça, là, quand on rame dans le même sens quand même. Effectivement, on est une belle équipe, une équipe qui a plein d'énergie, qui est dynamique. C'est vraiment beau à voir. En bout de ligne, c'est la réussite de nos jeunes qu'on veut, hein, mais je pense qu'une bonne condition physique, des défis comme ça, ça contribue à la réussite. Les petits défis nous aident à relever les plus grands, là, d'avoir des bonnes notes, entre autres. Effectivement, mais de toute façon, c'est prouvé que l'activité physique aide à la santé, aide à la concentration, la fatigabilité, et tout ça. Là, moi, j'y crois. J'en pratique régulièrement de l'activité physique. Et j'aimerais que les jeunes puissent en faire un mode de vie. Là. C'est à cet âge-là qu'on développe les passions puis les routines. C'est bien de partager ses passions comme ça. Joanne Moreau, je rappelle que tu es directrice de l'école primaire, l'école Gamache à Sept-Îles. Un gros merci pour cette entrevue. Mais ça m'a fait plaisir. Et bon défi 100 000 à tout le monde chez vous. Merci beaucoup. Je vais le faire le message. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, y a point S. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Profitez de la grande vente des fêtes PAL Airlines Québec Basse-Côte-Nord et économisez 30% de rabais sur votre voyage. En effet, réservez avant le 9 décembre et vous pourrez passer de joyeuses fêtes en famille du 10 décembre au 7 janvier tout en économisant gros. Visitez le palairlines.ca ou téléphonez au 1-866-962-0380. Entrez le code promotionnel que vous retrouverez sur notre site web et profitez de 30% de réduction sur votre prochaine réservation. Offre applicable sur destination sélectionnée. D'autres restrictions s'appliquent. Pour plus de détails, visitez le site palairlines.ca ou composez le 1-866-962-0380. Attitude. Eh bien, Valérie, on va s'entretenir avec une auteure autochtone, mais pas avec Naomi de Fontaine, comme on avait prévu en début d'émission. On n'est pas capable de la rejoindre, mais il y a quand même une belle activité avec une auteure autochtone cette semaine, le 8 décembre. Et c'est Joanne Grégoire, qui a grandi à Sept-Îles, qui est une autochtone. En fait, son père est québécois, mais sa mère est issue de la nation Inuit de la Basse-Côte-Nord. Elle est avec nous par téléphone pour nous parler du lancement de son deuxième livre. Joanne Grégoire, bonjour. Bonjour, Joanne. Est-ce que c'est branché, Valérie? Oui. Bonjour, Joanne. Bonjour. Bon, on est en ligne. Joanne, okay, merci. Joanne, on va parler d'abord de ta démarche artistique. Le deuxième recueil de poésie, de texte que tu nous offres s'appelle Voix de femme, transformation. Mais en fait, c'est ton deuxième recueil là, qu'on lance cette semaine. Oui, effectivement. Le premier, c'était les légendes inuites, mais celui-ci se porte sur la poésie et c'est un collectif de 9 femmes d'un peu partout du Québec, là, un peu partout.
Donc, tu es une des collaboratrices à ce livre Voix de femmes. Toi, t'as fait plusieurs poèmes dans cet ouvrage-là? Ouais, en fait, on avait une douzaine, quinzaine de pages à faire chacune. Là. Alors, c'est ce que j'ai remis, là, une douzaine de pages. Là. Pour Joanne Grégoire, c'est dans la continuité. On te connaît, Joanne, comme conteuse. Tu t'es associée, entre autres, à Sept-Îles en mots, mais à plein d'événements, là, à Sept-Îles, à Natashquan, un peu partout sur la Côte-Nord. C'est dans la continuité, hein. Ton objectif, c'est un peu préserver les histoires du passé, préserver, en quelque sorte, la culture autochtone de la région. Ouais, c'est ça. Beaucoup de monde connaît les Inuits. C'est sûr qu'on est très peu d'Inuits encore, là. Ça, je l'admets. Mais on y en reste quand même encore. Puis c'est faire connaître cette histoire-là, puis cette culture-là qui perdure encore aujourd'hui, parce qu'il y a une bonne partie de la culture qui perdure. Certes, on a perdu la langue au travers du temps, puis ça a été une des premières choses qu'on a perdues, nous, dans notre culture. Mais même encore dans les années 60, 70, la plupart des gens ne portaient que les bottes de fourrure de phoque, tu sais, les mocassins. Ouais. Ton premier recueil, ça s'appelait Légendes Inuit. C'est encore disponible, Joanne? C'était vraiment plus des légendes là racontées, finalement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plusieurs. J'ai partagé une douzaine de légendes qui m'ont été transmises au travers des années avec mes connexions avec d'autres Inuits. Et puis certaines que j'ai pu, une ou deux que j'ai pu récupérer au travers de certaines recherches approfondies, ces Inuits de la Côte-Nord et du Labrador, parce que c'est comme un peu la même famille. Oui, c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de travail de recherche. Une légende en soi, c'est basé sur quelque chose. On va chercher ça très loin dans le passé. Il faut parler à des anciens, entre autres, pour retracer ces légendes-là. Ouais, c'est surtout, oui, pour ce qui est l'origine des légendes ou l'origine territoriale, parce que chaque territoire inuit a ses versions. Comme dans l'Ouest canadien, ils vont dans certaines, comme une des légendes que je vais raconter avec un ours, dans le milieu du Canada, ça va être un ours polaire. À l'Ouest canadien, ils vont utiliser parfois le grizzly ou l'ours polaire. Et si sur la Côte-Nord, c'est la Labrador, c'était l'ours noir et l'ours blanc. Mm-hmm. L'avantage souvent du conte ou de la légende, c'est ça peut rejoindre tout aussi bien les enfants, les adultes, même les aînés peuvent être très très intéressés par ce que tu fais. Oui, absolument. Oui, c'est sûr. Au niveau des légendes, là, c'est un intérêt de tout âge. Je dois l'avouer. C'est une chose qui est plus plaisante. C'est sûr qu'un livre de légende va se vendre beaucoup plus rapidement qu'un livre de poésie. Là. Bon. Et là, va se vendre peut-être plus vite que de la poésie aussi. Là, tu sais. Alors, il y a peut-être moins de gens qui s'intéressent à la poésie, mais ça me dérangeait pas trop. J'avais le goût de partager quelques-uns de mes poèmes. On m'avait invité à partager parce que régulièrement, quand je suis à Montréal, au travers de mes prestations ou de mes présentations, je faisais régulièrement des présentations de mes poèmes. C'est pour ça qu'on m'a demandé de les mettre par écrit pour une première fois, les imprimer. Joanne Grégoire, on a vu encore la semaine dernière à l'enquête nationale là, sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées du côté de Maliotenam, l'importance de l'art chez les autochtones de la région. À un moment donné, on prenait des pauses artistiques, les débuts, les fins de ces audiences étaient également très très artistiques. Finalement, l'art sert aussi à exprimer des fois d'exutoire aussi quand on a vécu des choses difficiles là, comme celles qui nous ont été racontées la semaine dernière dans cette enquête. Oui, c'est malheureux, mais il faut quand même pour exulter tout ça parfois, là, c'est justement il faut l'exprimer. Et passer par les arts, c'est une belle façon de guérir ou d'essayer de tourner la page puis de continuer parce que ça fait toujours partie de notre livre cette histoire-là.
mais on peut continuer à avancer, puis à écrire un livre, puis notre livre de vie, puis à essayer d'avancer. Même moi, ce que j'ai vu, même si je regarde là ce qui s'est passé, comme avec Wapiti Mobile, eux, avec eux, les Autochtones ont une façon de s'exprimer, de s'exulter avec en faisant des petits films. Mais au travers du processus, au début, c'était beaucoup de la dénonciation de justement de ce qu'ils ont vécu. Mais au fil du temps, ceux qui ont pu refaire d'autres films, mais là, leurs processus ont évolué vers d'autres choses, puis vers une continuité, puis mais un coup que ça a été exulté, ben ils ont pu passer à autre chose, puis certains ont dû faire plusieurs petits films pour pouvoir passer à autre chose, mais c'est une belle façon de se guérir, c'est de passer par l'art. Toi, dans ton cas, c'est différent, hein? T'es une artiste multidisciplinaire, tu t'exprimes avec le vitrail, la peinture, le conte, la recherche historique, maintenant l'écriture, la poésie. Est-ce qu'il y a des thèmes, des messages dans ton travail? En fait, l'écriture, c'était, dans le fond, là, c'était, comment je pourrais te dire, je voulais passer par là avant le conte, mais le conte est venu me chercher avant. Mm-hmm. Mais en fait, ça fait longtemps quand même que je voulais mettre ça par écrit puis par film. Le documentaire, c'est toujours dans mon idée, c'est toujours en processus. Mais la vie faisait que j'ai dû passer par le conte, là, un peu par l'écriture. Et la prochaine étape, ça devrait être la production d'un documentaire. Là, c'est ça. Peut-être que là, le temps va être plus à donner pour faire le documentaire, pour pouvoir faire connaître ces histoires-là. Puis malheureusement, certaines de femmes aussi. Mais en même temps, ça fait du bien d'entendre ces dénonciations-là, en quelque sorte. Moi, c'est le côté, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont savoir, puis qui vont avoir une profondeur dans tout ça, puis ils vont avoir une meilleure compréhension des deux côtés de la médaille. Oui, en même temps, de plus en plus, tu es bien entouré aussi, là. Je voyais que dans le communiqué que Jacques Langto, le fondateur des éditions Langto, a travaillé sur ton livre au niveau de la transcription de certaines vidéos d'archives, entre autres. J'ai eu du plaisir à communiquer avec lui par téléphone et par courriel, parce que c'était lui qui... Parce que comme j'écris pas mes légendes, tout est de façon orale. J'ai envoyé mes vidéos, puis certains étaient plus difficiles à comment je pourrais te dire, à transcrire. Alors, on avait à se parler plus souvent, puis oui, ça a été plaisant de travailler avec lui. Hein. Le lancement, l'activité dont on parle, c'est jeudi, le 8 décembre, à partir de 11h15 jusqu'à 13h, donc à la librairie Côte-Nord. Ouais, puis ensuite, par la suite, c'est de 16h30 jusqu'à 21h. Je vais être là toute la soirée aussi. Joanne, il y a un événement parce que tu t'impliques dans toutes sortes de choses et il y a le festival C'est-il en mots, entre autres, qui est un festival de contes et légendes. Il y a un souper spaghetti dimanche, tu vas y faire une prestation, oui, absolument. Merci infiniment de m'avoir fait cette ouverture-là. Oui, on a un souper spaghetti dimanche. C'est 15$ pour les adultes et 8$ pour les enfants. Puis il y a des billets disponibles auprès du comité. Vous pouvez écrire aussi sur la page C'est-il en mots, la page Facebook. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire à notre courriel c'est-il en mots @hotmail.com. Il y a pas de tiret, pas de petit barre, pas de petit point, rien. Là. C'est juste c'est-il en mots point en bout, en tout d'un bout. On va te souhaiter de bonnes activités, tant dimanche avec C'est-il en mots que... On va avoir des artistes, là. Il va y avoir des Inuits, je vais faire des trucs moi aussi, puis il va y avoir Ken Reeves, Katia Rock, un autre poète dont j'oublie le nom, je suis désolée, c'est un autre poète. Super, alors, un mini C'est-il en mots dimanche. Et oui, le 8 décembre à la librairie Côte-Nord, le lancement du recueil de poésie Voix de femmes, transformation, dont tu as produit quelques pages. Joanne Grégoire, un gros merci pour cette entrevue presque improvisée sur l'heure du midi. Il n'y a pas de problème. On avait de toute façon déjà beaucoup de choses à se dire. Alors, c'est ça. Ça m'a fait plaisir, un plaisir immense pour moi et c'est en mots. Au revoir. Au revoir, merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Le 12e jour de Noël, mon amoureux m'a donné...
McCafé. Torréfaction supérieure. Tous les formats. Seulement $1. Grain arabica. Toujours riche velouté qu'on adore savourer. Mon café préféré. C'était bizarre, ça, hein? Bon, on va peut-être juste savourer notre McCafé, là. Ouais. Jusqu'au 10 décembre, savourez un café infusé McCafé à seulement $1, même le nouveau très grand format. Détails en restaurant ou au mcdonald.ca. La journée Noël des enfants de vos radios locales vous est présentée grâce à la collaboration de la boutique Art Déco du 848 Boulevard L'Or, de Gestion France Pelletier et du Paradis de l'Auto du 490 Otis. Pour les fêtes, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et à cette chronique, la nouvelle d'intérêt, on va parler de notre industrie du fer. Des mines, c'est bien, mais quand on le transforme, le fer, c'est encore mieux, c'est encore plus d'emplois pour une région. C'est ce que fait ArcelorMittal du côté de Port-Cartier. On va parler de l'industrie du fer et de la boulette avec Steve Chappado. Bonjour Steve. Bonjour Jean. Alors peut-être d'abord rappeler toute la dynamique, finalement, l'industrie du fer. On a toujours tendance à regarder le prix du minerai brut, là, mais il y a d'autres choses aussi. C'est quand même en remontée, hein, le prix du fer, c'est la base, ça. Ben effectivement, la tendance dans les marchés qu'on constate depuis 2 semaines, 1 mois, on parlait beaucoup d'un concentré de fer, environ $60 la tonne, mais au marché ce matin, sur les marchés asiatiques, est à environ $72 la tonne, donc une progression de 20% du marché du fer depuis 2 semaines, 1 mois. Les prédictions des oiseaux de malheur ne semblent pas se réaliser, hein. On pensait qu'il allait descendre plus bas, autour de $50 en 2017, comme ça, là. Oui, exactement. Puis il y a d'ailleurs un économiste, un analyste de Goldman Sachs qui prévoit en 2018 qui prévoyait un marché du fer qui partirait davantage de $60, une tendance vers $50, mais on voit que depuis 1 mois, c'est plutôt l'effet inverse. On entend un petit peu c'est quoi les fondamentaux justement à la base de cette hausse-là. On est à l'affût justement des analystes, là. Mais c'est très récent, là. Ça s'est passé au milieu de la semaine passée. Toujours la Chine, qui est le principal pays, le plus gros pays qui influence le prix du fer? Ben effectivement, parce que la Chine achète un très fort pourcentage du marché du minerai de fer disponible sur les marchés, tandis que les producteurs se limitent à 2 pays là, qui s'accaparent environ 90% des exportations, soit l'Australie, à peu près 900 millions de tonnes par année, et également le Brésil, à peu près à 400 millions de tonnes. Mais là-dessus, il y a une incidence directe parce que vous voyez que justement, à partir du concentré de fer, on peut rajouter, comme tu le mentionnais, justement, une valeur ajoutée, le transformer, puis ça se traduit également dans les prix de la boulette, actuellement en date de ce matin, parce qu'il y a selon le type de boulette, on voit que c'est fait à partir de différents concentrés, entre 58 et 65%, puis aussi on peut produire différentes sortes de boulettes. Mais lorsqu'on croise les différentes données, on peut parler d'une prime au bouletage d'à peu près $50 la tonne aujourd'hui. Ça varie entre 40 et 60, mais on voit une tendance généralisée, une prime de $50 par tonne de boulettes produites. Par rapport, si on dit on vend ça sur les marchés à $120 la tonne, aujourd'hui une prime de boulette par rapport à un concentré de 62% à $70 ou à peu près. Donc il y a une prime au bouletage fort intéressante de $50 en date d'aujourd'hui sur les marchés. Oui, l'usine de bouletage qui est connue sur la Côte-Nord, c'est celle de Port-Cartier, d'ArcelorMittal. On prend le fer à Mont-Wright, à Fermont. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir à l'usine de bouletage de Port-Cartier, si on regarde ça. Là. Les prix sont bons. Les prix sont bons parce que vous voyez, l'usine de bouletage, à elle seule, emploie plus de 300 personnes à Port-Cartier, qui a une capacité annuelle d'environ 9 millions de tonnes. Puis elle opère sur 2 lignes de production, l'ensemble du processus de production. Des gens qui ont travaillé dans une usine de bouletage en Pointe-Noire me disaient c'est comme faire un gâteau dans une canette. On prend le minerai brut, on rajoute du liquide, on broie ça pour faire comme un genre de poussière, ça fait comme une boue, un genre de gâteau filtre qu'on passe aussi dans des disques d'agglomération pour former la boulette, tamiser juste la bonne grosseur selon les besoins du client, et on met ça au four à 1300 degrés Celsius.
Bon. Donc, c'est un processus assez complexe, assez simple, mais ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie. C'est juste qu'il faut pas passer à la table pour en prendre une bouchée à la fin du gars. Ben, justement. Donc, puis là-dessus, mais c'est trié dans la cour, justement, pour être sûr de pas contaminer les différents types de boulettes. À Port-Cartier, principalement, on produit 5 types de boulettes selon les besoins des clients. C'est ça, hein? C'est une production qui est diversifiée. Le prix peut varier un petit peu, mais en bout de ligne, finalement, ArcelorMittal, ça doit aller aussi vers les marchés américains, j'imagine, les boulettes qui sortent de Port-Cartier? Bon, on sait que Mittal, c'est aussi un aciériste pour ses besoins propres, mais également peut les revendre une partie de sa production là, sur les marchés internationaux. Donc, la semaine passée, mais la bonne nouvelle d'ArcelorMittal, c'était l'annonce, il est en étude justement d'ingénierie pour une production additionnelle à l'usine de bouletage de 400 à 500 000 tonnes par année. Donc, on voit que c'est une excellente nouvelle parce qu'on voit une embellie des marchés. Et aussi, il faut pas oublier qu'ArcelorMittal, l'année passée, en 2016, c'était davantage, un projet pilote dans le gaz naturel, justement, quand on dit, on met des boulettes à 1300 degrés Celsius, c'est excessivement énergivore. Ouais. Donc, il y a un projet pilote où ils ont travaillé extrêmement fort depuis l'an dernier là-dessus. Et cette année, il y a eu le renouvellement de la convention collective pour un autre 4 ans. Donc, les conditions, avec une embellie des marchés, donc les conditions sont en place pour justement où ce que l'entreprise est intéressée à investir pour justement augmenter ses capacités de production. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un excellent signal. Il aurait juste le dossier des résidus à régler là dans le Nord pour ce qui est d'ArcelorMittal. Mais si c'est bon, la boulette à Port-Cartier, à Pointe-Noire, là, c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas des secrets, là, mais elle est à vendre, l'usine de Pointe-Noire, quand même. Il y en a déjà eu du bouletage à cette île. Oui, exactement. Donc, sur les terrains de la SFP maintenant, il y a toujours l'usine de bouletage qui est là, qui est arrêtée depuis 2013-2014. Il y a encore tout ce qu'il faut pour faire de la boulette à l'intérieur, là. On n'a pas démantelé trop, là. Moi, ça pourrait redémarrer. Selon certaines sources, ça peut être assez... Oui, les installations sont là, mais il va falloir investir énormément de capitaux pour revoir certains équipements clés, notamment. Mais si le prix est bon, c'est des choses qui peuvent se planifier. On a planifié la réouverture du lac Bloom, quand même. Ben là, on parle d'une prime à 50 $ pour le bouletage. Pour une entreprise, le coût d'opportunité pour dire, moi, au lieu de vendre du 62% concentré, je produis de la boulette, donc j'ai une prime de 50 $ la tonne. Et si on s'en va, exemple, on lance un chiffre comme ça, pour bouleter 5 millions de tonnes à Pointe-Noire, ben là, on voit que c'est davantage, on va chercher des revenus additionnels de 250 millions de dollars par année. Il va falloir assumer des coûts pour bouleter ce minerai-là. Mais par contre, c'est là où ce que les plans d'affaires là on peut avoir différentes visions par rapport à ce plan d'affaires-là. Donc, on peut constater que l'embellie des conditions de marché fait en sorte que ça peut rendre un plan d'affaires éventuel davantage intéressant là, ces jours-ci. Oui. Donc, c'est une avenue intéressante. On en a déjà eu une troisième, une usine de bouletage aussi là du côté de la compagnie IOC dans le temps. Là, elle est démantelée depuis quelques années. Celle-là, je pense pas non plus qu'elle soit reconstruite un jour. Mais il y a des possibilités dans la transformation quand même. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Pour les gens qui ont déjà travaillé à Pointe-Noire, il y a des scénarios là, parce qu'il peut y avoir un scénario justement qui est pour dire, on prend les installations de Pointe-Noire, on rase complètement, un petit peu comme IOC a fait il y a quelques années, et on reconstruit une usine de bouletage neuve. Ben là, il y a certaines personnes qui me disent, mais là, on regarde beaucoup plus, c'est un scénario c'est un projet qui dépasserait le 1 milliard de dollars. Tandis que reprendre les installations de Cliff, remettre à niveau, on peut penser à peu près des investissements capitaux d'à peu près 300-400 millions. Ouais. Donc, dépendamment des scénarios, justement, ça pourrait aller chercher jusqu'à un demi-milliard d'investissements. Par contre, ce qui marque l'industrie du fer, c'est le phénomène du cycle. Hein? C'est toujours très cyclique. Il faut un peu planifier avec ça. Ou quand on planifie un projet à long terme, on se dit qu'il va y avoir des bonnes, des moins bonnes années. Il faut que ça soit rentable dans tout ça, là. Ben, quand on regarde, c'est la solidité de l'entreprise. Hein? Quand on parle dans le milieu des grandes entreprises, on parle plus de grande capitalisation. Exemple, Rio Tinto, ArcelorMittal. Là, on parle d'entreprises qui sont capables de mettre en place des plans assez d'envergure, d'assez avancés.
Tandis qu'on parle de juniors, on parle d'entreprises, exemple, qui sont davantage dans l'exploitation, la première exploitation, mais d'investir dans une deuxième transformation, ce serait tout un défi en soi, ce qui serait pas impossible avec un bon plan d'affaires et un bon support financier. On disait la semaine dernière qu'il y avait des belles perspectives dans les terres rares, éventuellement, dans le Grand Nord québécois, qui pourraient transiter vers cette île. Là, on voit qu'il y a des améliorations du prix du fer. On a mentionné il y a quelques temps à peine, puis je pense qu'on va en reparler la semaine prochaine, le prix de l'aluminium est bon aussi. On est vraiment dans une relance là sur la Côte-Nord. L'avenir économique de la région est quand même assez rose. Ben, bonne nouvelle, c'est que les prix de l'aluminium se maintiennent au-dessus de 2000 $ la tonne. Je regardais en date de vendredi, était à 2050 par rapport à 2100 la semaine précédente. Donc, on se tient dans des bonnes zones, je vous dirais, avec $1 en bas de 78 cents également. On peut échanger $1 américain pour à peu près $1,27, $1,28. Donc, ce qui nous donne un prix en canadien assez avantageux, justement, pour assurer la rentabilité des usines. Ben, c'est encourageant. Il y a toutes sortes de possibilités de démarrage de projets, d'expansion autour de ça. Faut quand même bien comprendre que c'est toujours des choses qui se planifient des années d'avance, là, ces choses-là, et qui dépendent de la solidité, comme tu le disais, des partenaires financiers là-dedans. Ben, moi, j'ai assisté à une conférence de l'ICM il y a quelques années, justement, un géologue, justement, local, là, Martin Lévesque, qui nous exposait un petit peu le déroulement d'un projet minier qui peut aller jusqu'à 25 ans à partir des premières phases d'exploration jusqu'à la mise en valeur du gisement et des opérations minières. Donc, on sait que c'est beaucoup de capital à investir, mais également beaucoup de facteurs à considérer, notamment sur le plan environnemental. Oui, faut être patient si on veut faire de l'argent quand on est prospecteur, ça c'est clair. Oui, effectivement. Ben Steve Chappado, un gros merci pour toutes ces informations, cette chronique, la nouvelle d'intérêt, toujours intéressante, toujours d'actualité. Merci pour ta présence. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. 12h59, c'est sur ça que se termine Côte-Nord Attitude pour ce midi. Jean, comble de la malchance, Naomi Fontaine nous a téléphoné pendant notre entrevue avec Joanne Grégoire. Fait que on va se reprendre pour jaser avec elle, parce qu'en plus, il y aura un lancement officiel à Ouachat de son livre Manikanetich samedi. Fait que ça va être intéressant. On va se reprendre mercredi midi. Demain, on devrait s'entretenir avec le dentiste bien connu à Port-Cartier, François Morache, qui pratiquait à Blanc-Sablon au début des années 70. Il va nous parler du contexte quand on parle là d'enfants disparus à Pacoachipi qui allaient à l'hôpital à Blanc-Sablon et tout ça. C'est quand même un contexte que lui a connu et il faut connaître le contexte avant de juger ce genre de choses-là. François Morache nous en parle demain. Et voilà, nous, on vous souhaite un bon après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là.